Je vais évidemment dire quelques mots de cet ouvrage. D'abord, je voudrais vous remercier. Je devrais remercier plus particulièrement un certain nombre de gens, notamment de comédiens et comédiennes qui sont dans l'ouvrage et qui me font l'amitié d'être là ce soir. Je les ai salués individuellement, je ne vais pas les citer, ce serait long et inconvenant. Alors, ce livre, en fait, est le 4 ou 5e que je publie sur les acteurs. Je publie des bouquins sur la culture, sur le cinéma et plusieurs sur les acteurs. Celui-là est très singulier. Je dois avoir l'honnêteté de dire que je ne suis pas à l'origine. Un jour, j'ai reçu un appel téléphonique d'un monsieur donc, que je n'ai jamais rencontré, c'est assez singulier comme histoire, je ne sais même pas à quoi il ressemble, dont le nom est sur la couverture avec moi, puisqu'il y a 2 noms d'auteurs, et au-dessous de mon nom, il y a le nom de ce monsieur, qui s'appelle Alain Souvenel, mais que je ne connais pas, que je n'ai pas rencontré, et qui a un site internet sur le cinéma, dont le titre est Base de données du cinéma français, que je connaissais vaguement. Et il m'appelle en me disant qu'il avait lu mes précédents bouquins et qu'il serait heureux que j'accepte de rédiger un certain nombre de notules, puisqu'il avait un projet de faire une anthologie des acteurs depuis le début du cinéma parlant, c'est-à-dire 1930, jusqu'à la période actuelle, en incluant la télévision. Donc ça me paraissait évidemment un propos démesuré. Et je lui ai dit, mais ce serait un ouvrage de combien de pages? Et il me dit, ah, mais ce serait plusieurs tomes. Alors, je trouvais le projet très, très démesuré, et il me dit, voilà, pour l'étape actuelle, c'est de faire les premières lettres de l'alphabet, dont on est dans la lettre A et B. Il dit, je fais ça avec un de mes amis et collaborateurs du site. Et donc, si vous êtes d'accord, je vous envoie les noms d'une quarantaine de comédiens. Voilà la formule, etc. Il avait fait une pré-maquette que mon éditeur ici présent a connu quand je l'ai remis. Le personnage en question n'avait évidemment pas d'éditeur, donc c'était assez flou comme projet. Mais bon, moi je suis bon élève, j'étais universitaire jusqu'il y a quelques années, donc l'écriture c'est un peu mon métier, et les acteurs c'est un fil conducteur de ma vie depuis très longtemps. Du coup, j'ai dit oui, je vais le faire. Et donc j'ai rédigé une quarantaine de notules, et pardon de dire les choses crûment, mais il vaut mieux dire les choses telles qu'elles sont, même si ça peut paraître un peu singulier. Je lui dis que j'aimerais bien voir ce qui était écrit par ailleurs, puisqu'il y aurait plusieurs auteurs, que j'aimerais voir qu'il y ait un minimum d'harmonie, de cohérence entre les différentes contributions. Et pour rester courtois, je dirais que lorsque j'ai mis bout à bout les différentes contributions, il y avait un problème de cohérence et d'écriture. Et donc, je lui ai dit, mais c'est pas possible de publier un truc pareil, parce qu'il n'y a aucune cohérence, il n'y a aucune unité, c'est pas du tout la même écriture. Et il m'a dit, oui, je suis tout à fait conscient, on ne sait pas écrire, pour aller vite. Et de fil à l'aiguille, je lui dis, en réalité, vous attendez quoi? Soit on renonce, soit je me tape la totalité du travail, ce qui n'était pas du tout le projet initial. Et de fil à l'aiguille, je me suis laissé prendre au jeu, et j'ai dit, bon, ben finalement, je vais le faire. Alors lui, il avait déjà fait les pré-maquettes, il avait réuni une iconographie, un portrait par acteur. Il avait une conception extrêmement large, puisqu'il y avait des gens que moi-même je ne connaissais pas. Initialement d'ailleurs, il devait y avoir 1000 personnes, dont finalement on était à 900. Dominique Besnéard, dont je dirai un mot dans un instant, lui-même avait trouvé que, même dans la formulation actuelle,
il y a des gens qui ont fait peu de choses, mais imaginez avec 100 de plus. Mais tout ça est tombé pendant la pandémie. Donc j'étais coincé chez moi. Il se trouve que je suis élu à la région d'Occitanie pour m'occuper des questions culturelles. Mais pendant la pandémie, tout se faisait en visio, donc j'avais le temps d'écrire. Et la vraie difficulté, c'était de faire des notules très courtes. Parce que j'avais publié plusieurs autres bouquins sur les acteurs, et quand on a 2 pages, finalement c'est plus simple, parce qu'on peut dire plus de choses. Et là, sur des formats très courts, c'est évidemment très compliqué, c'est très casse-gueule, parce qu'on peut retenir les films qui ne sont pas nécessairement les films dont les gens concernés pensent que c'est les plus significatifs de leur carrière. Donc il y avait des partis pris. Mais bon, c'était finalement un vrai plaisir, puisque en fait, il y a très très longtemps, il se trouve que j'étais prof de droit. Dans ce quartier, je le connais bien parce que mes bouquins d'habitude étaient plutôt chez Dalloz ou à la LGDJ que dans le domaine du cinéma. Et à une époque, j'étais prof à Clermont-Ferrand après l'agrégation des facs de droit. Et en fait, j'avais, c'était il y a très longtemps, je ne vais pas dire il y a combien d'années, j'avais fait une revue de cinéma qui s'appelait Ciné-Acteurs, où on a tenu une année entière, 12 numéros, mais je ne pouvais pas cumuler mon poste à la fac de droit de Clermont et mon activité entre guillemets journalistique. Et cette revue s'appelait Ciné-Acteurs, donc. Et quand ça s'est arrêté, j'avais eu le projet, pour tout dire, c'était il y a 30 ans, de faire une anthologie, un dictionnaire des acteurs. Et puis bon, ça m'était apparu démesuré, donc j'avais renoncé. Mais lorsque mon co-auteur, entre guillemets, m'a contacté dans les conditions que j'ai évoquées, je me suis dit finalement c'est un signe. Il y a la pandémie. Finalement, il me propose de faire un truc que j'avais renoncé à faire il y a 30 ans. Et comme finalement on n'a qu'une vie, et que je suis dans la partie automnale, pour rester optimiste, je me suis dit que finalement c'était assez con de rester sur des échecs, on a tous des échecs, mais que là du coup, ce que j'avais échoué il y a 30 ans, peut-être que je pouvais le faire. Voilà, donc ça a été un vrai plaisir. C'est le tome 1. Il y aura, d'après les pronostics, les projections actuelles, au minimum 4. Donc je suis déjà très avancé sur le tome 2. Il y a quelques imperfections sur celui-là, notamment pour certaines photos, pour certains textes. J'ai beaucoup de remerciements à adresser. Le premier remerciement, c'est à Jérôme Poit, qui est l'éditeur, parce que on n'avait pas d'éditeur. Alors du coup, je vais tout dire. On n'avait pas d'éditeur, et je vais dire un truc qui est très inconvenant. Il se trouve qu'en Occitanie, je suis président de l'agence du livre qui s'appelle Occitanie Livre et Lecture, qui est une déclinaison de mon mandat d'élu commission de la culture de la région. Et donc je me suis dit, je suis obligé, c'est plus convenable de faire avec un éditeur de la région. Je ne vais pas aller solliciter, eu égard à mes responsabilités en région Occitanie, où par parenthèse, il y a près de 500 éditeurs recensés, ce qui est énorme, avec des très petits, mais des moyens et quelques gros. Et je me suis dit, c'est plus correct au plan de l'éthique d'aller solliciter un éditeur de la région. Et en plus, comme je suis très naïf malgré mon âge, je m'étais dit, pour ce genre de bouquin, il est mieux d'avoir des aides. Et je me suis dit, bon, ben, l'agence du livre délivre des aides, des soutiens financiers aux éditeurs. Comme je suis assez bien placé en termes de réseau, il aura une aide. Là, je me suis totalement fourvoyé, puisque on m'a dit immédiatement qu'on était dans une hypothèse de conflit d'intérêts et que donc, en aucun cas, l'argent public ne pourra aller à l'éditeur.
et donc il n'a pas eu de soutien quelconque sur cet ouvrage. Et j'ai choisi cet éditeur pour une raison très simple, c'est qu'il avait déjà publié plusieurs bouquins sur le cinéma que j'avais trouvé remarquables. Notamment, à mon avis, le bouquin sur Daniel Darieux, par exemple, de mon point de vue, la meilleure bio qui a été faite sur Daniel Darieux. C'est une très belle iconographie, donc j'avais remarqué ça. Et puis, quelques temps après, un bouquin moins connu a été publié par le même éditeur sur Tina Aumont, où là il n'y a pas d'iconographie du tout. Et la biographie de Tina Aumont, qui est une comédienne dont je connaissais très peu la carrière, est, de mon point de vue, une des meilleures biographies d'acteurs que j'ai lues, parce que c'est en même temps, c'est un exercice littéraire, c'est de la vraie littérature, ce qui est très rare dans les biographies. Donc j'ai été voir Jérôme, je lui ai dit voilà quel est le projet. Je me suis dit quand je lui ai dit qu'il y aura 4 tomes, il va me dire je vais réfléchir. Et en fait il m'a dit oui tout de suite. Il a dit banco on y va. Donc ce qui est assez extraordinaire. Donc voilà comment les choses sont passées. Je dois remercier Dominique Besnéard, parce qu'à un moment où j'étais en cours de rédaction et que j'étais en train de douter de la faisabilité du truc, Dominique m'a appelé pour autre chose, je le connais depuis pas mal de temps, et je lui ai fait part de ce projet. Et il m'a dit, mais tu dois absolument le faire. Et il me dit, je ferai la préface, parce que quand j'étais môme, d'ailleurs ce qu'il dit dans sa préface, quand j'étais môme, quand j'étais adolescent, je rêvais d'avoir ce type de choses qui n'existait pas, qui n'a jamais existé. Il connaissait mes précédents bouquins et il me dit il faut absolument que je le fasse. Donc ça a été un encouragement précieux. Il a fait la préface dans les délais qui étaient assez acrobatiques après la pandémie. J'en profite pour l'excuser puisqu'il devait passer ce soir. Là, il est coincé au Lucernaire, donc il m'a demandé de l'excuser. Voilà en gros la présentation à grands traits de cet ouvrage qui correspond pour partie à ce qu'est ma vie. Je trouve que là, j'ai pile devant moi quelqu'un qui s'appelle Claudine Joseph, qui a été la collaboratrice de mon ami Jack Ralit, avec qui j'ai travaillé pendant 25 ou 30 ans au sein des États généraux de la culture. Et autour de Ralit, à cette période-là, il y avait essentiellement des acteurs et des réalisateurs. Et donc, beaucoup sont devenus des amis proches dans ce compagnonnage. Et quand je dis c'est aussi ma vie, ma fille était mariée avec un comédien. Comme c'était un couple de comédiens, elle a divorcé évidemment. Donc je baigne dans tout ça. Mon témoin de mariage, il y a très très longtemps, était un comédien qui s'appelait Claude Brosset, qui est décédé depuis longtemps. Mais bon, du coup, alors que j'étais prof de droit, j'ai jamais eu véritablement de fascination pour ce qu'étaient mes maîtres à l'université. Pour oui, les maîtres de l'université n'ont jamais suscité, c'était pas mes modèles en fait. Et quand j'écrivais des bouquins à l'époque juridiques, et que j'allais corriger à l'époque où on n'était pas évidemment avec les moyens informatiques d'aujourd'hui, où j'allais corriger les premières formes de l'informatique, vous savez, on sortait des ça, hein, ouais. Et donc j'allais corriger, je me rappelle, en banlieue parisienne où j'habitais, à Gomez-la-Ville, pour être précis, entre Orsay et les Ulysses. Et lorsque j'allais corriger, je corrigeais 2 heures et puis je partais au cinéma ou le soir au théâtre. Et le mec qui était l'imprimeur, qui sous-traitait, elle n'avait jamais rencontré de juriste qui allait au théâtre et au cinéma et qui préférait le théâtre et le cinéma que le droit. Et c'est lui qui un jour m'avait dit je vous propose de faire une revue qui est la revue Ciné-Acteur, qu'on a tenue il y a très longtemps, il y a 30 ans, donc pendant 12 numéros. Voilà. Alors je suis heureux du résultat.
ce tome 1, à mon avis, bon, a déjà le mérite d'exister. Il y a quelques petites coquilles ici et là, mais ça c'est inévitable. Hein, bon. Il y a des coquilles, il y a une erreur assez grossière dont j'assume seul la responsabilité. Il y a eu un papier dans Ciné Mensuel qui vient de sortir où on relève 2 coquilles. En fait, il y en a une qui est de mon fait et l'autre en fait est dans la préface, donc c'est pas de mon fait, il y a des petites choses. Mais bon, voilà. Alors, la difficulté maintenant, c'est d'avoir une couverture de presse suffisamment. Cela dit, dans sa première partie, l'article est plutôt dithyrambique. Plutôt sympathique sur le livre. Ouais. C'est dommage. Voilà ce que je peux dire. Donc c'est le tout début de l'itinéraire et c'est pas ce que l'éditeur a prévu pour la publication du tome 2. Tu penses que ce serait... Alors moi je l'ai programmé pour le printemps. Donc voilà. Maintenant je m'en remets à toi. Je serai prêt. D'accord. Je serai prêt. Bon, j'espère surtout qu'on n'a pas fait d'omission trop importante. Ça, ce serait évidemment compliqué. Bon, je ne veux pas citer, il y a 4 ou 5 ou 6 des comédiens qui sont là. Je suis heureux, évidemment, je l'ai dit au tout début, qu'ils soient là. Parce que sans qu'ils le sachent, évidemment, lorsqu'on écrit ce type de bouquin, on passe du temps avec eux. On revoit des trucs, on a des doutes. Bon, il se trouve que j'ai une vidéothèque assez conséquente. Mais voilà, on passe du temps avec des gens, notamment, qui, me semble-t-il, le méritent. Ah oui, le parti pris, qui est aussi un parti pris, j'allais dire, éthique ou politique, c'était de traiter tous les comédiens de la même manière. Quel que soit leur statut, que ce soit des gens très connus, des stars, entre guillemets, des gens moins connus, des seconds rôles, voire même des petits rôles. Le parti pris, alors là, c'était, pour moi, c'était ça ou rien. C'était de traiter tout le monde de la même manière, c'est-à-dire une photo de même format et à peu près le même nombre de signes, étant précisé que s'il avait fallu faire des hiérarchies, là où il aurait fallu être le plus long, c'était évidemment pour les gens moins connus, mais ça aurait été un peu paradoxal, donc il ne fallait pas non plus tomber d'un dogmatisme dans l'autre, donc tout le monde est traité de la même manière, puisque je pense que, alors ça c'est une conviction profonde, que dans le domaine artistique, dans le domaine culturel, il n'y a évidemment pas de hiérarchie soutenable. Donc il y a aussi une ligne éditoriale qui est écrite en début de bouquin, dans la mesure où évidemment il y a des prix, il y a des reconnaissances, il y a des hiérarchies, mais je ne crois pas vraiment à la hiérarchie dans le domaine artistique. D'ailleurs, toute l'histoire de l'art montre que les hiérarchies sont fictives, puisque ceux qui ont tenu le haut du pavé ont disparu et ceux qui étaient anonymes sont réapparus. J'ai le souvenir, par exemple, d'une ouverture de la cérémonie des Césars il y a des années où Fanny Ardant, qui était présidente de cérémonie, disait il n'y a pas de bons et de mauvais acteurs, il y a ceux que l'on aime et ceux que l'on n'aime pas. Et je pense effectivement qu'il y a une part de vérité importante et que dans ce domaine-là, la question de la subjectivité est évidemment tout à fait déterminante. Voilà pourquoi. Et puis je trouve que parfois des gens moins connus sont plus intéressants que des gens dont on sait tout. Et en même temps, je ne veux citer personne, mais ce que j'indique pour l'avoir vécu par des amis très proches, c'est évidemment, je trouve que être acteur, c'est le plus beau des métiers, en même temps, c'est le plus cruel. C'est-à-dire que c'est une cruauté terrible, puisqu'il n'y a aucune justification à la réussite des uns et à l'échec des autres. Et je terminerai, parce que je suis trop long, je suis bavard, mais je terminerai en quelque sorte pour ouvrir le parapluie, pour légitimer ce que je dis, alors que moi, je n'ai pas tellement de qualité à faire valoir dans ce domaine, mais il se trouve que j'ai été lié avec un metteur en scène de théâtre connu qui s'appelle Jacques Lassalle. Et Jacques Lassalle a eu des responsabilités éminentes, puisqu'il a été patron, entre autres, de la Comédie Française, qu'il a fait des mises en scène dans la Cour d'honneur d'Avignon, qui, entre autres, il a mis en scène à la fois Depardieu, Fanny Ardant, Isabelle Huppert, etc., toutes les stars. On est devenus très amis, c'est lui qui m'a remis des décorations que
entre guillemets, je ne porte pas. Et un jour, nous étions ensemble et je lui dis, vous qui avez mis en scène tellement d'acteurs depuis le début et de toutes catégories, à votre avis, le meilleur, s'il fallait en rester qu'un, c'est quoi? Et là, il me dit, écoutez Serge, c'est pas possible, avec tout ce que vous savez, tout ce que vous avez écrit, que vous me disiez le meilleur, ça n'existe pas. Il m'a dit, donc dire le meilleur ou la meilleure, c'est une absurdité, donc votre question est mal formulée. Il me dit, moi je peux reformuler votre question, alors vous donnez la réponse, et je vais reformuler la question, et il me dit, quel est l'acteur qui éventuellement m'a le plus étonné? Parce qu'il me dit, quand on fait des mises en scène, on suit le travail au jour le jour, pendant les répétitions, pendant ensuite, évidemment, les représentations. Et il me dit, il y a des acteurs que j'admire énormément, mais qui ne m'ont jamais surpris, c'est-à-dire que tous les soirs, je savais exactement ce qu'ils allaient faire à un moment déterminé. Alors, je ne vais pas citer de noms, mais lui m'a cité des noms, et notamment d'une des actrices considérées comme parmi les plus grandes. Et il m'a dit, je savais exactement tous les soirs, tout est minuté, tout est techniquement précis, et donc il n'a jamais été étonné. Et il m'a dit, en revanche, il y a un acteur qui m'a étonné tous les soirs, avec qui j'ai beaucoup travaillé, qui est totalement inconnu du grand public, moi je connaissais. D'ailleurs, je vais vous raconter une anecdote. Et il me dit, celui qui m'a le plus étonné parce qu'il faisait jamais ce que j'avais prévu et jamais ce qu'il faisait la veille, c'est un acteur qui s'appelle Olivier Perrier. Alors, je pense qu'il y a des gens ici qui connaissent Olivier Perrier, mais pour vous dire, du coup, je vais exprimer le fond de mon âme qui est d'une certaine noirceur. Mon ami Jérôme Soubéran, qui est là, c'est pas de toi dont je vais parler, est dans les comités d'experts de la région d'Occitanie où nous statuons sur les films, notamment les longs métrages, que nous allons soutenir. Et un jour, je suis dans un comité d'experts, avant que des gens comme Jérôme n'y arrivent, parce que j'ai fait le forcing pour les renouveler du coup. Et je raconte cette anecdote à un comité d'experts où il y avait des réalisateurs, des acteurs, des actrices, dont une actrice connue, assez connue, que je préfère ne pas nommer. Je raconte cette anecdote sur Olivier Perrier, et la dame en question, qui est assez connue, me dit, Serge, je crois que vous vous trompez, il s'appelle pas Olivier Perrier, il s'appelle François Perrier. Donc je dis, François Perrier évidemment est mort depuis très longtemps, et je dis, il est extrêmement navrant que vous puissiez me faire une réflexion pareille. Mais voilà, en même temps c'est une anecdote qui en dit long sur les infortunes, si j'ose dire, de la célébrité ou de la méconnaissance qui existent même parmi les professionnels. Voilà. Je crois que je vais m'arrêter là, s'il y a des questions j'y réponds, mais... Si quelqu'un veut dire un mot, je suis évidemment disponible, mais je crois avoir dit l'essentiel. Non, oui. Moi, c'était pas une question, c'était juste pour rebondir sur ce que vous disiez tout à l'heure, et c'est effectivement ce que j'aime beaucoup dans le livre. C'est ce qui m'a beaucoup surpris dès que je l'ai ouvert, c'est de voir Daniel Auteuil qui a la même taille de photo et le même que un acteur de série télé que j'étais ravie de voir à côté, et ces surprises et ce plaisir qu'on a tout d'un coup à découvrir tous les visages de ceux qu'on a et de les voir côte à côte, je trouve que c'est vraiment réjouissant. Voilà. Ça c'était vraiment, pour moi c'est une condition sine qua non, sinon j'aurais pas fait ça. J'avais publié plusieurs bouquins précédemment sur les seconds rôles, notamment un essai qui avait très très bien marché, où je parlais d'acteurs très peu connus. Et le livre s'est très bien vendu, mais pas grâce à moi, parce que j'ai eu la chance à ce moment-là de faire plusieurs grands médias. Et là, je me suis rendu compte à quel point, le libraire sait ça mieux que moi, à quel point un certain nombre d'émissions sont prescriptives du point de vue de ce bouquin. À l'époque, j'avais fait Le Fou du Roi avec Stéphane Bern, qui avait découvert le bouquin par hasard, qu'il avait adoré, qui m'avait invité au Fou du Roi à France Inter. Et puis j'avais enchaîné avec
Ce soir ou jamais chez Tadi sur France 2, et là, quand vous faites 2 émissions comme ça, du coup, boum, les ventes décollent. Mais c'était déjà le propos des bouquins sur les seconds rôles, c'est de mettre le projecteur sur aussi des gens qui ne sont pas nécessairement connus du plus grand nombre. Je crois, fondamentalement, oui, dans le domaine artistique et culturel, à cette idée des hiérarchies qui sont un peu, qui de mon point de vue sont injustifiables parce que sur le terrain proprement artistique. Moi j'étais prof de droit, donc j'ai passé des concours et là il y a, même si je suis par ailleurs dubitatif, mais le concours d'agrég des facs de droit, j'ai été collé 2 fois, donc je sais ce que c'est l'échec, mais il y a des critères. En matière sportive, il y a des critères. Celui qui arrive en haut du Tourmalet, a priori, est meilleur que celui qui arrive 1 heure après. Tandis que dans ce domaine-là, les choses sont beaucoup plus subtiles, beaucoup plus compliquées. Anecdote, quand je faisais l'un des bouquins sur les seconds rôles, il y a une actrice que je peux citer qui s'appelle Zabo Brightman, pour ne pas la nommer, qui avait systématisé cette idée, qui m'avait dit à l'époque qu'en réalité la réussite c'était le cumul entre 7 critères précis. Je ne me rappelle plus, et elle m'avait écrit, évidemment parmi ces critères, il y a la question dite du talent, qui est une notion insaisissable, et il y a évidemment des critères qui eux sont beaucoup plus concrets, beaucoup plus quotidiens, beaucoup plus terre à terre. Serait-ce que on vit dans une société de relations publiques, bon, donc c'est dans tous les domaines la question des relations, des familles, des équipes. Voilà. Et donc, je tenais à ce traitement égalitaire ou identitaire. Et alors, je me permets d'ajouter, mais pour moi, c'est pas un critère, mais que à l'âge que j'ai maintenant, je suis capable Bonsoir. Je suis capable de théoriser ça, c'est que évidemment ces a priori sont évidemment liés à ma sensibilité politique, puisque j'ai dit tout à l'heure que j'ai été élu en Occitanie, j'ai été tête de liste en 2015. Donc évidemment j'ai une sensibilité politique puis j'ai cité tout à l'heure Jack Granit qui n'était pas à proprement parler un centriste et donc voilà, je sais que ça produit des effets sur mes choix esthétiques. Mais sur notre plaisir aussi, c'est vraiment ça. Merci. Que je voulais dire. C'est vraiment le plaisir de voir tout d'un coup, parce que nous c'est pareil, on a un tel plaisir, on peut beaucoup aimer certains seconds rôles, certains acteurs de séries télé qu'on a un grand plaisir à retrouver tout d'un coup dans un petit rôle de cinéma. Ah, on l'a vu là. Et ce plaisir-là, je trouve que c'est ça qu'on retrouve vraiment. En tout cas, c'est ce que j'ai essayé de faire. D'autres questions? Il y a quelques actrices qui n'ont pas donné leur date de naissance. Alors, oui, et que moi j'ai voulu trouver. alors je vois que vous avez été très attentive, parce que lorsqu'on a défini effectivement le cahier de charge, l'idée c'était évidemment de ne pas donner des filmographies exhaustives, ça n'a pas de sens, parce que là il suffit d'aller sur internet, c'était plutôt de retenir quelques films pour identifier. On a évacué ce que j'avais fait dans d'autres ouvrages, évacuer les questions de formation, etc., ou de parcours hors cinéma et télévision. Donc du coup, ne pas traiter le théâtre, même s'il y a beaucoup d'acteurs de théâtre, mais il y a juste un ou deux mots, mais on n'entre pas dans la carrière théâtrale. Et y rester, parce que comme ça part de 1930, il fallait quand même pouvoir, au premier regard, identifier la période. C'est-à-dire, cet acteur relève de telle période. Donc, l'année de naissance et l'année de décès pour ceux qui sont morts, ça nous paraissait important. Et c'est vrai, sur 900 comédiens, je crois qu'il y a 860 ou
70 où il y a la date de naissance, et il y en a qui ne l'ont pas souhaité. Et donc j'ai eu des échanges avec certains, et surtout des femmes, et bon, on a respecté. Bon. D'ailleurs, moi, ignorant que c'était un refus des personnes concernées, j'ai pensé que c'était des oublis ou des omissions, et donc j'ai cherché de mon côté pour compléter. Et visiblement, c'est des gens qui tiennent vraiment à ce qu'on ne sache pas, parce que je n'ai pas trouvé. Ah oui, il y a un certain nombre d'actrices, et pourtant, quelquefois, j'y ai passé un quart d'heure, 20 minutes de recherche. Impossible de trouver les dates de naissance. Donc là, Alors d'ailleurs, les gens qui ont refusé, et toujours vivants évidemment, ce sont des gens que j'ai appelés évidemment. J'ai appelé ou eu un contact. Soit je les connaissais, quand je ne les connaissais pas, mais là avec Messenger c'est assez facile de contacter. Et certains étaient déterminés à dire non. Donc après, même si je pouvais savoir par ailleurs, ça n'avait pas de sens. Il y a eu des hommes qui ont refusé ou c'était comme un Et curieusement, parmi les moins connus. Forcément. Et ça, moi j'ai une anecdote qui va dans le même sens. Quand on a fait Clap sur Midi-Pyrénées, donc qui est un livre qui tentait de manière la plus exhaustive possible de répertorier tous les tournages qui avaient eu lieu dans l'un des départements, 8 à l'époque, de la région. Et dans ce livre, il y a une iconographie assez importante, puisqu'on présente, il est là, voilà, Clap sur Midi-Pyrénées. Il y a au moins 200 ou 300 films qui sont cités, et certains sont traités plus largement. Et donc, pour l'iconographie, comme il y avait beaucoup d'acteurs et d'actrices, il a fallu demander des autorisations pour les publier. Et moi, je m'attendais à avoir des difficultés avec Catherine Deneuve ou des gens comme ça, enfin des stars dont on s'imagine dans notre inconscient qu'ils vont nous faire un petit caprice, un petit ceci, un petit cela. Et en fait, j'ai eu deux problèmes avec un acteur et une actrice, que je ne citerai pas non plus, mais qui ne sont pas des grandes stars. Elle, un petit peu plus, mais l'acteur en question, c'est même un acteur assez peu connu finalement du grand public. Ça posait des problèmes pour Ah parce que, en fait, j'avais... Parce qu'il n'aimait pas, il s'aimait pas sur cette photo. Et l'autre, alors c'était rigolo, c'est une photo qui faisait intervenir un duo d'acteurs, Pierre Amalric et une femme, sur la place du Capitole à Toulouse. Et la photo était géniale, mais elle n'aimait absolument pas son profil. Et elle m'a imposé une photo où Amalric était immonde. Mais lui a dit oui aux deux, donc ça n'a posé aucun problème. Enfin, c'était juste sur le plan anecdotique. Je peux rajouter une chose sur ce livre, parce que c'est une question qui m'a souvent été posée depuis qu'il est sorti. Il y a beaucoup de gens qui, quand ils le voient sur des salons, quand on le présente, et qui me disent, mais finalement, je peux trouver tout ça sur Internet. C'est un peu le réflexe qu'on a quand, face à ce genre de bouquin, on n'aurait jamais eu ce genre de réponse il y a 30 ans. Et je leur dis, en fait, je vais faire un parallèle. Pour moi, c'est exactement comme les livres d'auteurs peu connus. Et on a la même chose avec ce bouquin. C'est-à-dire que, oui, on peut tout trouver sur Internet, mais est-ce qu'on va avoir l'idée d'aller le chercher? Parce qu'on cherche que ce qu'on connaît. Et c'est pour ça que nous, on a du mal, quand on publie un auteur méconnu, à le vendre sur Internet, parce que les gens vont chercher sur Internet quelque chose qu'ils connaissent. Donc si on propose quelque chose qu'on ne connaît pas, il faut avoir la curiosité d'aller passer du temps en librairie, de regarder les tables, de lire les quatrièmes de couverture, et tout d'un coup de se dire, tiens, j'ai envie de lire ça, même si je ne sais pas qui est un tel. Oui, c'est pareil avec ce livre. Et ça, si vous voulez, c'est le problème fondamental aujourd'hui des politiques culturelles. Juste avant, j'ai publié un petit bouquin qui a été considéré par la presse d'une bonne couverture, qui s'appelle SOS Culture,
qui est un pamphlet sur l'absence de politique culturelle. Et c'est ce qui se passe souvent, c'est-à-dire que les gens vont voir ce qu'ils connaissent déjà, et notamment la logique des algorithmes, c'est de vous proposer ce que vous connaissez déjà. Il se trouve qu'il y a une ministre de la Culture, Madame Fleur Pellerin, pour ne pas la nommer, qui, à défaut de pouvoir mettre en œuvre une politique culturelle déterminée, a fait appel à quelqu'un que je connais bien, puisqu'il était professeur dans la même université que moi, un économiste, pour déterminer des voies de politique culturelle sur la base des algorithmes. Ce qui pour moi est une contradiction totale. Et je cite dans SOS Culture une phrase que j'ai apprise, souvent entendue, de Jack Rallit, que j'évoquais tout à l'heure, qui citait donc un auteur, Saint John Perse, pour ne pas le mentionner, définissant la culture comme, je cite, le luxe de l'inaccoutumance. Et c'est ça la culture, c'est la question de l'inédit, de ce qu'on ne connaît pas. Et on ne peut pas aller chercher sur Internet ceux dont on ignore que ça puisse exister, évidemment. Donc les gens qui disent c'est sur Internet disent une connerie énorme. Bon, merci beaucoup. Merci. Merci à vous. Merci.